Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Maître Manjolo Pépin Guillaume. Bonjour Maître. Bonjour. Il faut dire que vous êtes avocat. Dans votre écriture, vous êtes plus spécialiste en essai, vous êtes essayiste. Et puis la spécialité, c'est la philosophie politique. Effectivement, oui. Oui, donc je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter par rapport à cette brève présentation. Non, c'est parfait, ça correspond exactement à ce que, au tableau qu'on peut procéder moi, au profil qu'on peut procéder moi, c'est quasiment ça, oui. Vous pensez être compris par la société une fois que cet ouvrage sera à la portée de tout le monde? Vous pensez être compris parce qu'il faut dire que même Nietzsche lui-même n'est pas compris. Moins encore, on ne lit pas assez. Il n'y avait pas une politique culturelle mise sur pied pouvant aider les gens à accéder aux ouvrages. Là encore, il y a un problème en amont. Pensez que publier un essai de telle ampleur, vous allez être compris? C'est-à-dire que... Quel travail faut-il faire en amont pour baliser le chemin? Oui, c'est un travail de longue haleine. Il y a plusieurs personnes qui doivent participer. En fait, une société qui bouge, c'est une société qui doit lire, écrire et lire en permanence. Écrire tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure que les gens prennent connaissance de tout ça, on commence à affiner, on dit non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ainsi de suite et tout ça. Et au plus on écrit, au plus on parle, et sur papier, pas par les mots, parce que sortons un peu du verbiage et du verbal, rentrons dans l'ère de l'écriture. Il faut figer les éléments sur papier, absolument. Et ça permet de pouvoir rappeler l'histoire en permanence et corriger l'histoire. Si on arrive à faire ça, si par ma modeste contribution, j'ai fait en sorte que les jeunes gens qui vont regarder, qui vont suivre, qui vont lire, se mettent aussi à écrire leurs petites pensées, la pensée de leur petite contrée, de leur petite ethnie, de leur petit coin, de leur petit territoire et tout ça, ça sera déjà ça de fait. D'ici 50 ans, 100 ans, c'est pas pour moi, j'écris pour la postérité. J'écris pas pour pouvoir avoir des honneurs actuels. Il n'y a aucun intérêt par rapport à ça. Je suis un humain passager, mais tout simplement, si je peux laisser une petite trace dans l'histoire. Je n'ai pas connu Nietzsche. Aucun d'entre nous n'a connu Nietzsche. Aujourd'hui, on parle de Nietzsche parce qu'il a écrit. On peut dire ce qu'on veut, il a écrit. Il a beaucoup écrit, il a dit, il a analysé. C'est ça qui est intéressant. Il faut dire que vous avez plusieurs activités à mettre sur pied, notamment des cafés philosophiques. Et comment vous pensez les organiser? Mais voyez-vous, je sais que j'ai eu à animer un certain nombre de conférences et des colloques, des soirées philosophiques avec les jeunes gens des universités. Les gens sont demandeurs, les jeunes gens sont demandeurs. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent journellement? C'est soit de la musique, soit des cris politiques, mais complètement, pour certains, complètement ringards, soit la religion. Mais si de tout ça, de tous ces méli-mélos assez disparates, vous appelez les gens à la réflexion, à la responsabilité personnelle et tout ça, à l'organisation spirituelle personnelle, à l'organisation morale personnelle, à la sagesse personnelle et tout ça, en leur donnant les matériaux, comment est-ce qu'on fait ça? Les gens sont demandeurs, ils en veulent. Mais en ce moment-là, je pourrais faire appel. Il y a des sponsors qui sont disponibles, ça ne demande pas grand-chose. C'est-à-dire que les gens veulent vendre leur bière et tout ça, je n'interdis pas. Moi, je suis pour la liberté la plus large possible. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais tout simplement, il faut regarder que votre liberté n'entend pas celle de l'autre. Et par conséquent, les sponsors en question qui sont vendeurs de ces produits-là peuvent mettre à notre disposition, peuvent sponsoriser ces types d'événements qui sont beaucoup plus importants que la danse et l'amusement. C'est très bien qu'on vende de la musique, parce que bon, ça c'est le premier produit qu'on vend à l'extérieur, c'est la musique. Bien, c'est très bien. Mais on ne sait pas comment on vend ça d'ailleurs. On vend ça très mal. Voyez-vous? Et ça aussi, la philosophie politique vous permet de dire, écoutez, comment on vit en société, il faut faire des taxes. Les taxes viennent de quoi? De c'est là. Quel est le produit qu'on vend le plus? C'est la musique. Comment on peut taxer pour que ça puisse rentrer? Surtout quand ça va à l'extérieur. Ça, on n'y a pas vraiment réfléchi. Or, à travers ces prismes de la philosophie pratique, en matière politique et tout ça, on peut ramener toutes ces taxes-là. Voyez-vous? Vous voyez l'aspect économique, financier, vous ne voyez pas la réflexion. Et sur quoi de nos jours, les philosophes, on en cherche, hein, comme c'est lui qui cherchait l'homme en plein soleil, ces philosophes. Faites tous les grands cabinets politiques internationaux. Ils s'affairent toujours à ce qu'on appelle le brain library. Il y a les laboratoires d'intelligence qui sont là. C'est-à-dire, ces gens-là, on leur demande, voilà, la société telle qu'elle se présente aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pour dans 10 ans, dans 15 ans? Ils vous pondent un papier et vous donnent. Ils n'ont pas à vous parler parce qu'ils n'ont pas à suivre ce que vous pensez.
Ils n'ont pas à faire les orientations au regard de votre volonté. Ils vous disent qu'il y aura la pluie à telle période, comme peut le faire la météo, éventuellement d'autres sciences. Ils vous disent, voilà, eu égard à la situation actuelle de la planète, dans 20 ans, 30 ans, au plan économique, au plan social, il y aura ça comme possibilité. Maintenant, à vous de prendre les solutions adéquates pour pouvoir gérer notre société. Stop, il s'arrête là. Mais c'est le malheur qu'on a chez nous, c'est que dès lors que quelqu'un a ses potentiels de pouvoir développer des stratégies par rapport à l'avenir, au regard de sa propre société, au regard de la société mondiale, on l'appelle pour pouvoir l'inclure dans une structure, et là, on les dénature complètement, il devient un sous-fifre qui doit répondre à ce qu'on lui dit de faire. S'il ne les fait pas et tout ça, il dégage. Parce qu'on l'aura appâté par les petits moyens. C'est-à-dire, si les philosophes ou les penseurs qui sont dans le laboratoire en RDC, par exemple, se mettraient en devoir tout simplement de produire et de vendre leurs produits sans pour autant être utilisés, parce que dès lors qu'un philosophe ou un penseur se met au service de qui que ce soit, il perd sa raison d'être, il devient celui qui produit pour quelqu'un, et par conséquent, il n'a plus sa liberté. Et c'est dangereux. Je suis un peu frappé parce que vous avez publié Ma Nation aux éditions Mabiki. Il y a la notion de la liberté qui renvoie à la responsabilité. Oui. Vous êtes vraiment, vous tenez beaucoup à la liberté. Sans la liberté, il n'y a rien. Malheureusement, si on n'a pas compris la liberté, on n'a Mais rien. comment faire de sorte que dans nos sociétés, cette liberté ne soit pas liberticide? Que faire pour que la liberté ne devienne pas liberticide? Ce qui est intéressant en droit et dans la société normalement, c'est que tout est limité. La limite n'est possible que lorsque on comprend que à un moment donné, on peut perdre soi-même. Alors en ce moment-là, on comprend la raison de la limite. L'homme n'est libre de la liberté la plus large possible. L'homme ne vient pas au monde avec des contraintes. Il vient libre. Il a envie de tout faire. De piller, de voler, de prendre, de massacrer. Il peut tout faire. Mais tout simplement, il fait comprendre, oui, tu as le droit de faire tout ça. C'est les droits de la nature. C'est ce que Hobbes a développé. Maintenant, n'oublie pas, qu'en faisant ça, les autres vont faire la même chose que toi, parce qu'ils ont la même liberté que toi. Tu n'es pas le seul détenteur de cette liberté-là. Tout le monde est détenteur de cette liberté-là. Déjà, c'est la première notion qu'il faut avoir, qu'il faut enseigner à l'école en disant, vous êtes libre, vous êtes né libre de la liberté la plus large, qui n'a aucune contrainte. Toutes les contraintes, les limites à la liberté, c'est vous qui le décidez. Vous dites, oui, j'accepte dorénavant de céder une partie de ma liberté pour ma protection. Et comment j'ai fait ça? En élisant, par exemple, des parlementaires qui vont édicter des lois, les lois qui vont protéger ma propriété, protéger mon entreprise, et je paye pour ça. Je paye des taxes pour avoir la police, pour me protéger. Je paye des taxes au cas où nous sommes agressés par un pays étranger, comme c'est le cas aujourd'hui, que l'armée qu'on finance aille défendre nos intérêts, ainsi de suite, ça. Mais néanmoins, tout ça, c'est pour protéger ma propriété et ma liberté. C'est ça les processus de la liberté. C'est ça même le concept réel de la liberté. C'est ce qui fait les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Quand ils ont refusé d'être sous la coupe de l'Angleterre, c'est en disant ça. Nous sommes nés libres de la liberté la plus large possible. Il n'y a que Dieu qui peut nous contraindre, et nous-mêmes par la volonté de la population américaine, à travers les congrès. Voilà ce qui a été dit. Donc, et c'est sur base de ça au fait qu'aujourd'hui on dit les pays de la liberté. Les pays de la liberté, avec la statue de la liberté, tout ce que vous voyez, c'est la liberté tout simplement. C'est la notion essentielle. Essentielle. Quand vous n'avez pas maîtrisé la liberté, c'est ce qui a fait la Révolution française, la Révolution anglaise, c'est la liberté. Ce qui fait les printemps arabes un peu partout, c'est la liberté. Donc si vous n'avez pas compris la liberté, c'est que c'est. Alors c'est même pas la peine, c'est-à-dire il faut accompagner les autres, on regarde, on observe, et puis on passe, et puis les autres, ainsi de suite, et tout ça. Donc c'est ça. Le monde entier célèbre le 3e jeudi du mois de novembre chaque année la journée mondiale de la philosophie. Et cette année, cette journée a eu pour thème les générations futures. En fait, on entre déjà de plein pied dans le développement durable. Mais il faut dire que dans notre société, on a un petit problème. On a un petit problème, c'est que on dirait que les philosophes ne jouent plus leur rôle, puisqu'au départ, il y a un problème, on ne le voit pas. On dirait que la philosophie est mise de côté, alors qu'au XVIIIe siècle, il y a eu la philosophie des Lumières, des Montesquieu, des Jean-Jacques Rousseau qui se sont battus bec et ongle pour éclairer le peuple. Il y a eu des résultats vraiment escomptés. Mais de nos jours, vous pensez vraiment que, eu égard à la situation que nous traversons, la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'apport du philosophe sera de grande envergure?
Vous savez, l'histoire, vous venez de dire ici qu'on est en train de célébrer la journée de la philosophie. On a célébré hier la journée de la philosophie. C'est hyper important. Et les thèmes sur lesquels on travaille, la RDC fait partie des 2 premiers pays au monde concernés par ce thème. Développement durable sont basés globalement sur nos forêts, notre eau, donc la cuvette centrale à travers la forêt équatoriale et tout ça. Ça s'appelle un droit, donc c'est une notion qui vient de la philosophie, les droits de la 3e génération. La protection de l'environnement. Ça rentre dans le même cadre de Hans Jonas qui a dit les transformations que vous faites subir à la nature ne doivent pas porter atteinte à sa nature intime. C'est dans le même cadre. C'est ça, mais mieux encore, puisqu'il y a quelqu'un qui a travaillé longtemps là-dessus, qui s'appelle David Thoreau, un Américain, qui lui a été, qui a créé même l'option de la désobéissance civile. Dès lors qu'on vous fait comprendre que telle matière qui participe au bien-être de la société n'est pas respectée, en ce moment-là, il faut désobéir civilement. Or, en l'espèce, nous sommes, en ce qui concerne comment dirais-je, les droits de la 3e génération, c'est-à-dire la protection de l'environnement et le développement durable. Et par conséquent, la RDC devait être les piliers de la planète par rapport à ça. Parce que nous recelons l'essentiel ou la 2e partie du poumon de la Terre, et par conséquent, la biodiversité, tout ce qui va avec, c'est ce qui fait que le monde puisse perdurer ou bien disparaisse. Donc, nous devons y participer. À ce moment-là, il aurait été utile, pas les politiques, mais les penseurs, les philosophes, qui vous disent d'où vient le monde, comment est-ce qu'on a traversé tout ça. Les bien-être. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut aller voir les scories de l'histoire congolaise pour comprendre la philosophie congolaise. Regardez la manière dont les paysans congolais, au fin fond de la forêt ou de la brousse, organisent leur vie entre l'environnement et eux-mêmes. Il y a un respect absolu. Les saisons sont respectées. On ne consomme pas tout à toute saison. On consomme au regard de la saison. Tout est calculé, minuté. C'est hyper important. Mais il faut aller quérir cette possibilité-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, cet aspect-là, je l'ai intégré dans ma nation à l'époque, j'en ai parlé. La lecture, la vraie lecture de la société congolaise passe par la compréhension d'où nous venons, comment fonctionnaient nos entités précoloniales. Vous comprendrez à la fois sur la base de la gestion de l'environnement, sur la base de la gestion de la société, les interactions sociétales et tout ça, vous les comprendrez. Mais ça, il appartient aux penseurs, aux chercheurs, de mettre ces matériaux à la disposition de la population pour accéder à cette possibilité. Merci, monsieur Manjolo, Guillaume, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on va vous accompagner tout au long de vos activités philosophiques. Vous comptez organiser un café philosophique déjà? À partir de quand? Oui, je pense que à la sortie dans les ventres du désespoir, petite philosophique entre amis, lorsque je ferai la sortie officielle dans le courant du mois de janvier, je trouverai 2 ou 3 sites, mais un site principal où on aura chaque samedi ou chaque vendredi ou chaque dimanche des rencontres autour d'un verre, des sujets sur lesquels on viendra débattre avec la passion nécessaire, parce qu'il faut un peu de passion, même si la passion est interdite par la science, il faut un peu de passion. Et avec tout ça, de sorte à ce qu'on puisse voir comment on peut créer des émules, faire l'émulation et tout ça, de sorte à ce que les gens puissent s'intéresser, travailler. Je veux que les gens puissent écrire, qu'ils produisent des textes et tout ça, qu'on en discute, qu'on débatte, qu'on ne soit pas d'accord. On doit être d'accord et pas d'accord, mais je préfère qu'on ne soit pas d'accord la plupart du temps, comme ça pousse à plus de réflexion, hein, sans se battre, tout ça, sans insultes. En fait, on doit rentrer dans une société où les gens se battent avec les arguments. Je suis pour cette société-là. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit? D'accord. Bon, développez votre aspect à vous, qu'on puisse un peu voir qui est le meilleur par rapport à ça. Comme fait c'est de la philosophie bouddhique, entre parenthèses. Tenter de pouvoir développer par sa capacité à convaincre l'autre qui est le meilleur, tout simplement. Pas qui est le meilleur, qui est la meilleure position. Pas moi en tant qu'homme, en tant qu'individu. C'est l'argument. L'argument qui est imparable. Un peu ce que vous voyez lorsque vous lisez les petites socratiques. Vous voyez très bien que bon, on vous pousse jusqu'à ce que vous tombez vous-même avec, parce que vous, heureusement. La maïotique. Exactement. Donc, arriver à cette maïotique possible à la congolaise. Je suis à la recherche de ça. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, pourquoi pas? Ça sera un bonheur pour la RDC, puisqu'on adore discuter. On adore discuter. Pour ne rien dire, peut-être. Non, on dit des choses, mais on le dit mal. Malheureusement, on dit beaucoup de choses, mais on le dit mal. Il suffit de structurer toutes ces pensées-là. Dire, vous avez dit ça, d'accord, mais pour pouvoir faire aboutir votre pensée, il suffit de pouvoir l'asseoir sur du matériau solide, sur une mécanique solide. Et ça,
les principes philosophiques interviennent. Vous êtes tellement éloquent que je m'emballe un peu. On a tendance à prolonger l'émission, mais les minutes s'égrènent. On va devoir se quitter. Une fois encore de plus, merci Maître d'avoir répondu à cette émission. Très prochainement, on va assister à un autre numéro. Au revoir.